Bonsoir à toutes et à tous. Les barrières douanières sont inéluctablement l'une des entraves à l'expansion de l'économie moderne à travers le monde. Les nations l'ont compris et la tendance en Amérique et en Europe est plus à l'union économique, monétaire et voire même politique. En Afrique centrale, les 6 pays de la CEMAC ont signé en 2017 une circulaire instituant la libre circulation des personnes et des biens. 3 années après, le projet piétine encore. Aujourd'hui, la CEMAC est par ailleurs présentée en Afrique comme la zone la moins intégrée du continent africain. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Comment remonter résolument la pente pour les 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'invité, sur la chaise de l'invité de ce soir. Nous accueillons une dame, Madame Jeanne Danielle Laté. Bonsoir et bienvenue sur H Télévision. Bonsoir, Monsieur Diongo. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des femmes actives de la CEMAC, par ailleurs promotrice de la foire transfrontalière annuelle de la CEMAC, présidente du collectif pour la paix et le développement COPAD. Ça fait quand même beaucoup de casquettes pour vous. Et vice-présidente de la coalition pour des OSC en Afrique centrale pour la paix et la résolution des conflits. Ça fait beaucoup, mais je vais vous dire, d'habitude, dans la société civile, nous ne recherchons pas des titres ou des casquettes. Oui. On nous les donne pour nous donner encore plus de responsabilités par rapport peut-être à nos compétences et à notre passif. Oui. Donc, il y a des charges que nous acceptons bien volontiers parce que ça rentre un peu dans nos missions ou dans nos ambitions et d'autres pour lesquelles on pourrait orienter ailleurs, qu'on pourrait orienter ailleurs. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous et de vous avoir sur ce plateau. On parlera d'intégration sous-régionale tout à l'heure. On parlera bien évidemment de vos projets. À vous en tant que présidente du réseau des femmes actives de la CEMAC. Mais avant, en première partie d'émission, on va commenter, si vous le voulez bien, quelques questions d'actualité. Vous savez que dans quelques jours, les élèves du secondaire seront appelés, du primaire aussi, seront appelés à retrouver les salles de classe. La décision a été actée à l'issue d'un conseil interministériel tenu jeudi dernier, alors que les organisations de la société civile penchaient plutôt pour un report de cette reprise. L'État a maintenu le cap, et ce, malgré le contexte qui, il faut le dire, est quand même marqué par une forte montée de la propagation. Le Cameroun a franchi la barre de 5500 personnes infectées. Maintenir la rentrée scolaire pour lundi prochain, est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Ben, écoutez, d'habitude, nous de la société civile aimons à décrier les choses ou les faits. Mais je pense que des fois, on a aussi besoin de prendre un peu de recul et puis d'observer beaucoup plus que de juger. En ce qui concerne la rentrée scolaire, nous pensons déjà, nous attendions à ce qu'il y ait un pic par rapport à tout ce que nous avons vu dans les comportements pas tellement corrects des Camerounais qui ne respectent pas les mesures barrières. On a entendu dire qu'il y a des pasteurs célèbres et prêtres autres qui sont décédés de suite de coronavirus ou alors des personnalités. Imaginez combien de personnes elles auraient contaminé dans leur environnement, leur entourage, dans le service et tout cela. Donc, on devrait forcément s'attendre à ce pic-là, et même à plus, peut-être minimum au double, pour être modeste, parce que tout le monde n'est pas testé. Donc, si on va dans les quartiers, sûrement qu'il y a des personnes seulement qui sont porteuses et qui résistent, qui ne tombent pas, comme on peut le dire. Maintenant, en ce qui concerne la rentrée scolaire, le parent qui n'a pas son enfant qui présente un examen pourra dire non, c'est pas important, c'est pas utile de repartir. Je pense aussi qu'une année blanche serait quand même un gros coup pour les familles. Je pense que l'État ou bien les experts ont pris la peine, d'évaluer les risques. Et je pense en même temps que chacun devrait prendre ses responsabilités. Au niveau des familles, l'éducation à la maison, comment sensibiliser les enfants. Déjà, nous, les parents,
que nous soyons un peu plus disciplinés. On parle de semi-confinement, je vais le dire comme ça. On parle des mesures barrières. Pourquoi ne pas les observer de façon franche? On a vu des pays... Hein, l'école est un lieu de contact permanent. Voilà, je parlais des responsabilités. Où les élèves sont appelés à rentrer en contact en permanence. Est-ce que les pouvoirs publics n'exposent pas les enfants? Ben, écoutez, moi, ma position n'est pas de juger les parents, de juger les pouvoirs publics, mais c'est de proposer. Oui. Parce que la société civile devrait constituer une force de proposition, donc pour moi. Donc, partant déjà du cocon familial dont j'ai dit, on pourrait prendre des mesures, en tout cas, essayer d'inciter les enfants à respecter vraiment ces mesures. Les parents, nous-mêmes, ça part de nous. Maintenant, sur le chemin de l'école, qui c'est qu'on rencontre, comment se comporter? Au niveau de l'école, commence la responsabilité non seulement des enseignants, et aussi maintenant de l'État. L'État qui a pris la décision. J'ai eu dire qu'ils allaient mettre à disposition tout le dispositif nécessaire pour pouvoir soutenir la lutte contre la pandémie. Donc, je suppose que c'est le matériel pour les enseignants, pour les élèves, et puis la distanciation, comment les disposer, en tout cas les faire asseoir dans les salles de classe. Et tout cela, je pense que la responsabilité est collective et que chacun devrait, parce qu'on ne va pas faire perdre toute une année scolaire à des enfants, tout simplement parce que nous ne respectons pas l'essentiel, le minimum. Alors, les pays comme la Côte d'Ivoire ont choisi de reporter, et vous avez vu ce communiqué qui demande aux établissements français installés au Cameroun de ne pas prendre en compte cette reprise. Là, cela veut dire qu'il y a une prise en compte du danger. Est-ce que les pouvoirs publics, vous avez l'impression, et ça je vous repose la question, que toutes les mesures ont effectivement été prises pour que écoutez, on attend le maçon, les risques de propagation ne soient pas élevés dans ces salles de classe? Par habitude ou par expérience, je ne juge pas, je n'aime pas faire des préjugés. J'aime pas avoir des préjugés. J'ai été ravie de la mesure disant que le gouvernement devrait prendre sur lui de donner le matériel nécessaire. Et nous sommes samedi. Oui, nous sommes samedi. La rentrée, c'est dans un jour. Vous pensez que le Cameroun tout entier sera approvisionné en matériel? Je ne veux pas m'ériger ici en défenseur d'un gouvernement. Non, je vous pose la question. Je me dis qu'il y a des experts outillés en la matière, dans le domaine de la santé, de la prévention. Il y a d'autres experts techniques, en fait, qui ont évalué, c'est ce que je disais. Il y a sûrement, je me suis dit, on aime bien nous surprendre et ce serait une belle surprise que tout le matériel nécessaire à la prévention soit déjà disponible. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Que peut-être qu'on veut nous surprendre et qu'on aura tous les kits nécessaires, les masques, un peu tout aménagé. J'ai entendu dire aussi qu'on a désinfecté des salles de classe. Je préfère, par prudence toujours, observer. Et quand c'est mal, je décris. Voilà. Alors, on a parlé d'une forme de relâchement qui a provoqué, bien évidemment, ces contaminations exponentielles. Cela intervient après l'adoption des mesures d'assouplissement du gouvernement en vue d'alléger la tâche aux entreprises et aux ménages. Finalement, cela a eu un autre impact en accélérant le taux de contamination. Est-ce que c'était une bonne décision selon vous? Est-ce que l'État ne devrait pas revenir en arrière sur sa décision? Écoutez, moi déjà, mon tempérament n'est pas celui des personnes, des couards, des personnes qui reculent comme ça. Le risque, il n'est pas bon, mais il y a de bons risques. Hein. Et on a vu des pays ou des villes comme Hong Kong, où les gens observent les mesures et ça fonctionne normalement. On peut faire l'exception. C'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens dormaient dans les maquis. On a vu les vidéos. On a aussi vu en Dokoti des motos, un embouteillage une nuit. Tout à l'heure, j'ai vu au marché des Toudis. Mais alors, je pense plutôt que le gouvernement devrait réprimer. Qu'on devrait passer à la répression. Parce que, honnêtement, c'est pas sérieux. Si jamais la propagation prend vraiment, sa vitesse de croisière, je pense que ce sera très, très dangereux. Maintenant, j'insiste sur la responsabilité des uns et des autres. La Bayamselam qui est au marché, elle doit se protéger.
le jeune Ben Sikuna doit se protéger. Vous devez vous protéger. Nous devons nous protéger les plus faibles, nos enfants. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a tenu une séance de démonstration avec les déplacés internes au Cameroun. Les déplacés qu'on ne regarde pas beaucoup maintenant parce qu'on a Covina qui a fait un peu... qui a ravi la vedette à la crise du Nozo. Mais attendez, ces gens, ils vivent 10, 15 par chambre. Hein? Comment ils font pour observer les mesures barrières? Il faut donc leur expliquer. Même si vous vous retrouvez à 10, il faut pouvoir avoir des masques. Si vous n'en avez pas, essayez d'en demander, on peut vous en fournir. Si vous comprenez un peu, moi je pense que tout passe par la sensibilisation et la responsabilité. Voilà. Voilà. Alors, parlons des solutions endogènes qui sont proposées par des Camerounais, comme le cas de Monseigneur Samuel Kleda. Il y a le cas de l'Artemisia de Madagascar également. Docteur Payou, j'ai entendu aussi. Voilà, qui ne sont pas, du point de vue de l'OMS, assez, je veux dire, qui n'ont pas de preuves cliniques satisfaisantes pour démontrer effectivement qu'il traite cette maladie. Est-ce que le Cameroun, et le chef de l'État l'a par ailleurs mentionné dans son discours, Monseigneur Samuel Kleda a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Comment est-ce que nous devrions nous réagir face à cette propagation de cette propension, j'allais dire, de solutions endogènes qui se présentent à nous? Ben, déjà, par expérience, en tout cas, par le vécu, nous avons déjà nos traditions, nous avons notre culture, des plantes. Et nous savons qu'à l'époque, nos parents et certains d'entre nous ont continué à consommer des écorces, des potions concoctées dans nos villages et villes. Et je pense que ces potions ont joué un rôle essentiel ou important dans la situation parce qu'il prévaut. On se plaint, on a 5000 et quelques, oui, pour moi, par rapport au comportement déviant des Camerounais, on devrait en avoir 50 000, oui. Et maintenant, il est de bon ton que les pouvoirs publics continuent à encourager ces initiatives, telles que celle du Monseigneur Kleda et d'autres groupes qui travaillent, que nous connaissons. Il est question de les soutenir vraiment, que ceux qui se cachent, parce qu'eux aussi ont un problème. Par exemple, je dirais le leadership, se mettre en groupe, se mettre ensemble pour pouvoir percer. On a vu Madagascar, c'est une île, oui, le président a porté sur lui de mener le leadership sur un produit dont il croit. Il a foi. Ici, au Cameroun, par exemple, bon, on a vu la ministre de la Recherche qui a fait 1 ou 2 sorties, mais on va lui dire, madame, essayez d'encadrer mieux encore les chercheurs, les naturopathes, et essayer de prêter plus attention et donner les moyens à tous ces chercheurs qui ont déjà fait leur preuve, que ce soit dans un environnement réduit ou encore plus large comme Monseigneur Kleda. Lui, il a sûrement la chance d'être un Monseigneur. Mais je vous dis qu'il y a des groupes que nous connaissons qui travaillent et qui font des merveilles. Alors, depuis le déclenchement de cette pandémie, les pays de la CEMAC développent un peu des stratégies isolées pour se protéger contre ce virus. Est-ce que c'est la solution selon vous? Est-ce qu'une riposte communautaire n'aurait pas été mieux pour à la fois sauver des vies, sauver l'économie aussi, quand on sait combien cette crise frappe dur et de plein fouet l'économie de la sous-région? Est-ce une bonne attitude de la part des chefs d'État, des États moi, je pense que c'est l'une des mesures préventives les plus urgentes à adopter. On ne peut pas mal prendre cela parce que on nous demande déjà de nous confiner dans les maisons. Donc, c'est un peu comme pour dire la maison, la plus grande maison. Essayer déjà de comprendre exactement quel est le comportement de ce Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit ça se transmet par-ci, après-demain, c'est par même les paix, on a tout entendu. Donc, je pense que l'isolationnisme est une des premières mesures à adopter. Et progressivement, dans les mois à venir, il faut bien qu'on continue à évaluer. Et je pense que le président de la commission CEMAC a eu un mot à dire aussi à propos et a demandé que ce soit la CEAC et la CEMAC. J'ai participé avec la CEAC à des visioconférences où on nous demandait de sensibiliser, continuer à sensibiliser
les populations. Et ça, c'est la société civile qui devrait comprendre aussi qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. On n'a même pas besoin d'argent pour parler aux gens. On a peut-être besoin de manger, ce n'est pas toujours évident pour nous. Mais le voisinage, le proche voisinage, la famille, dès qu'on l'a fait déjà, je pense qu'on a posé sa pierre à l'édifice. Dernière question pour sortir de cette première partie qui abordait les questions d'actualité. On parle de cette circulaire du ministre des Finances demandant le déblocage de 4,5 milliards de francs CFA pour l'achat des véhicules de service des députés de la Nation, vivement critiqué sur les médias sociaux. Était-ce une dépense opportune selon vous? Écoutez, des fois, il nous est arrivé de travailler en collaboration avec le gouvernement du Cameroun. Et des fois aussi, vous avez besoin, par exemple, d'un soutien pour une activité ou une action pro-gouvernementale. On va vous dire, ce n'était pas inscrit dans le budget programme. Ben, je me dis, à mon niveau, que c'était sûrement déjà prévu. Et voilà. Et maintenant, de notre côté, je pense que nos élus doivent être mieux encadrés. Parce que quand les maires, pour prendre les maires, je vous dis les députés, on devrait le faire, on devrait même l'étendre sur les maîtres d'école. On devrait l'étendre sur tout le monde. Vous comprenez? La répartition harmonieuse des richesses. C'est vrai que les députés, on en a même vu qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin. Ils veulent de l'argent. Là, auquel cas, je dis non, on n'a pas à leur donner de l'argent. Si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas besoin qu'on vous donne un véhicule, ça veut dire que vous en avez déjà. Alors, je vous donne un élément de contexte qui a suscité cette indignation. La région du Nord, par exemple, a un seul respirateur pour prendre en charge tous les cas de Covid dans cette région du Cameroun. D'aucuns estiment que cette dépense aurait pu, par exemple, être orientée dans l'achat du matériel pour mettre à niveau toutes les formations sanitaires, j'allais dire les centres de prise en charge, afin de rendre plus efficace la riposte contre le Covid-19. C'est un argument qui tient la route, selon vous? Ben, écoutez, comme pour la crise du Nozo, comme pour la lutte contre Boko Haram, je pense, j'ai suis au courant qu'il y a des dégraissements de budget. Donc, le ratio entre le montant mis en place, 4,5 milliards, et le nombre de députés, combien revient à qui, vraiment, j'aime pas trop les chiffres parce que ça me rend souvent un peu malade. Vous comprenez? Mais je pense qu'on devrait mettre un peu... Quand j'ai le regard de l'humanitaire, je vais vous rappeler que c'est Humanitarian TV, c'est pour ça que j'ai répondu. Parce que tout ce qui touche l'humanitaire me préoccupe. Quand vous me dites que dans tout le Grand Nord, il y a un seul respirateur, je pousserai la curiosité. Je vais pousser la curiosité, mais j'ai été au courant aussi de la jeune fille qui a perdu 4 enfants. Bien sûr, parce qu'il n'y avait pas assez. On m'a dit qu'il y en a 4. Vous pensez même qu'il y a des 4, c'est suffisant? Je ne pense pas. Et tout ce qu'on peut dire, vraiment, les députés, qu'on les entretienne bien, que les populations aussi, qu'on essaie de voir de meilleures conditions sanitaires, afin que, par exemple, la femme qui va faire une césarienne puisse ne pas avoir à dépenser beaucoup, que celle qui a des soucis pour enfanter, qu'elle puisse avoir accès au cancer à moindre coût. Vous voyez qu'on développe, que l'enseignant, par exemple, qui doit aller prodiguer des enseignements, soit à l'aise, qu'il ait le moyen de s'offrir une moto. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas dire que les députés, non, c'est trop. Je pense seulement qu'on devrait, comment dire, je ne vais pas dire ministère, chaque secteur devrait être évalué, on devrait, comment dire, se pencher beaucoup plus sur tous les domaines, dans tous les secteurs et pour toutes les couches de population pour pouvoir regarder qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le Cameroun se développe. Voilà qui est bien dit. On prend une légère transition et on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de l'émission.